Niang. C'est un plaisir de vous retrouver toujours sur ce plateau de Sen TV pour débattre de questions essentielles sur l'économie. Alors, c'est largement partagé, docteur Ousmane Bey. Vous l'aurez compris, à ma droite, j'ai docteur Alioune Niang. Il est consultant international, expert en commerce international et intégration régionale. Docteur, bonsoir. Bonsoir, M. Abdoulaye. Bonsoir, cher professeur Bey. Bonsoir à tous les téléspectateurs de la Sen TV. En tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je le disais tantôt, mesdames et messieurs, nous sommes à 2 jours de Noël et on a l'impression que non, Papa Noël, je veux parler de notre président, en tout cas dans la zone UEMOA. En tout cas, semble nous avoir offert un cadeau. Est-ce un cadeau empoisonné ou un super beau cadeau? Je vais poser la question au docteur Bey. Alors, ce cadeau, ECHO, est-ce que c'est un bon cadeau pour nous autres Africains? Moi, je suis vraiment sceptique quand on parle d'ECHO. Vous savez, il y a une ligne de démarcation entre ce qu'on appelle les souverainistes, c'est ce qui veulent évidemment l'indépendance monétaire, et c'est ce qui s'accroche jusqu'à présent à cette parité par rapport à l'euro. Je suis sceptique du rôle de la France vraiment dans les affaires africaines. Non seulement sur le plan économique, on a l'impression que la France s'accroche toujours, elle cache mal ses intérêts, parce qu'en réalité ce changement-là, fondamentalement il n'y a pas de grand changement, parce qu'il y a toujours cette garantie, n'est-ce pas, de la France qui va rester, qui va demeurer. Et même si je sors vraiment du domaine économique, on voit ce qui se passe actuellement dans le Sahel. La France est quand même en tout cas, il y a des voix qui s'élèvent pour critiquer vraiment le rôle que la France joue dans les affaires intérieures des États africains. Je pense que c'est un peu compliqué, mais moi je suis réservé, je suis sceptique par rapport à cette nouvelle monnaie, parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui peuvent entrer en jeu. Il y a un facteur politique, il y a un facteur technique, il y a un facteur monétaire. Est-ce que vous comprenez? Fondamentalement, il faut d'abord qu'il y ait une volonté politique. Est-ce que cette volonté politique existe? Pourquoi Macron est venu jusqu'en Afrique, à Abidjan, pour déclarer qu'on va mettre en place l'ECHO, etc., à côté du président Alassane Ouattara, que tout le monde connaît comme un farouche, évidemment, partisan de la France. De la France, en tout cas, sur le plan économique, il est très proche de la France. Vu sa trajectoire sur le plan politique, sur le plan même professionnel, il a été, il faut le rappeler quand même, le gouverneur de la Banque centrale, etc. Bon, voilà, moi, en tout cas, je suis quand même sceptique. Voilà. Alors, le docteur Bey, il est sceptique, mais docteur Alioune Niang, quoi qu'on puisse dire, le docteur Bey l'a dit, le président Ouattara a toujours été un super grand défenseur du franc CFA. Du jour au lendemain, il change carrément de discours en annonçant justement la mort du franc CFA et la naissance de la monnaie ECHO. Oui, mais permettez-moi tout d'abord de revenir sur la question fondamentale que vous avez posée. Est-ce que c'est un bon cadeau ou bien un cadeau empoisonné? Alors, quoi qu'on puisse dire, il y a un changement, c'est un fait. On va apprécier, si vous voulez, ce fait. Maintenant, pour pouvoir apprécier ce fait, il y a des questions de forme que nous allons apprécier, mais également des questions de fond. On doit également faire une appréciation au niveau interne, c'est-à-dire au niveau africain, mais également au niveau externe. Autrement dit, dans le cadre de nos relations avec la France, pour maintenant dire que est-ce que c'est un bon cadeau ou bien un cadeau empoisonné. Alors, quoi qu'on puisse dire, sur le plan forme, il y a 3 éléments à apprécier. Changement de nom. On avait le franc CFA jusqu'ici. Maintenant, on va basculer vers ECHO. Ça, c'est de 1. Ça, c'est toujours sur la forme. De 2, sur le plan de la gouvernance financière, il y a un retrait des représentants de la France au sein de cette institution ouest-africaine qui régule, qui gère notre monnaie, qui est la BCEAO. Ça, c'est de 2. De 3, troisième élément de forme que nous pouvons apprécier pour en tirer les conséquences, c'est qu'il n'y aura plus de dépôt de réserve au niveau du trésor français et qu'il y aura même un rapatriement de nos réserves. Ça, c'est du plan forme. Effectivement. Maintenant, du plan fond, la parité sera toujours maintenue. Autrement dit, un ECHO sera égal
Exactement. Un euro sera égal à 655 francs. Exactement. Il y a toujours un arrimage. Un arrimage qui est toujours là et qui existe. Et à partir de ce moment, qu'est-ce que cela va avoir comme impact sur nos économies? Qu'est-ce que cela va avoir comme impact dans le cadre de nos échanges commerciaux internationaux? Mais du côté des partisans du retrait de la France dans nos instances financières en ce qui compte pour notre souveraineté économique et financière, cela pourrait être considéré comme un bon cadeau. Quoi qu'on puisse dire, le franc CFA jusqu'ici était le symbole de la colonisation. Était le symbole de la colonisation et que, autrement également, on peut l'analyser comme étant une réussite de la politique en matière d'intégration régionale parce que ça fait partie des objectifs de la CEDEAO d'arriver à une monnaie unique. Et je rappelle que depuis 1996, on a créé l'agence monétaire ouest-africaine basée ici derrière chez nous à Freetown qui a pour objectif de travailler pour une monnaie unique pour les États. Maintenant, une monnaie reste une monnaie. Elle ne sera pas la baguette magique pour le développement de l'Afrique. Il y a en tout cas d'autres facteurs sur lesquels nous devons agir pour pouvoir propulser notre développement et que vraiment cette monnaie puisse apporter les effets attendus. Alors à ce niveau, professeur, même si vous demeurez sceptique, est-ce qu'il n'y a pas eu un bond en avant quand on sait au moins que la France va respecter deux points essentiels soulevés par le docteur Alioune, à savoir justement le rapatriement de nos devises, mais également le fait que la France ne siégera plus au niveau du conseil d'administration. On a dit que la France n'aura plus de représentants au sein du comité de politique monétaire. La France avait quand même des représentants qui siégeaient et qui avaient même d'ailleurs une voix prépondérante, il me semble. Mais là n'est pas le problème. Le problème c'est que la France maintient toujours la garantie. Et si la France continue de garantir la nouvelle monnaie, c'est parce qu'en réalité, la France aura son mot à dire sur les réserves qu'on mettra en place, même si ces réserves seront délogées au niveau du Trésor français. Moi, je ne suis pas extrémiste. Hein. Bon, je suis contre les gens qui disent, comme le docteur Nicolas Agbo, avec qui j'ai débattu, je crois, il y a 5 ans, 6 ans, sur Deutsche Welle, qui disait, oui, c'est une question de volonté politique, il faut tout de suite déclarer qu'on quitte... qu'on coupe le cordon ombilical et qu'on crée notre propre monnaie. On ne peut pas y aller de façon cavalière à ce rythme-là. Et je suis aussi contre ceux qui veulent s'accrocher. On doit quitter, quel que soit alpha, cette dépendance de la monnaie africaine par rapport au trésor français. Et ce n'est plus possible que 60 ans après qu'on continue de s'accrocher. Mais il y a quand même des préalable, parce que nous sommes quand même, je crois, 14 États au niveau de la CEDEAO. Il faut mettre en place des critères de convergence que les gens doivent respecter. Il faut que les gens créent de la valeur. Il faut que l'économie marche. Il faut aussi, comme je l'ai toujours dit, il faut qu'il y ait une discipline politique, une discipline monétaire, une discipline économique. On ne peut pas, parce que la monnaie est très sensible, on ne peut pas, avec des États où il n'y a pas de démocratie, ou bien on a des apprentis dictateurs, vouloir dire que nous allons mettre en place notre propre monnaie. Vous voyez, donc sur le plan politique, il y a des interdépendances qu'il faudra au préalable régler. En réalité, sur le plan monétaire, nous devons être quand même indépendants pour pouvoir agir sur certains leviers économiques. Parce qu'il y a des leviers sur lesquels les autorités monétaires et même politiques doivent, si vous voulez, agir pour peut-être baisser les taux d'intérêt, lever les taux d'intérêt, etc., mettre en place une politique inflationniste, est-ce que vous voulez, etc., faiblir la monnaie même par rapport à des devises étrangères. Tout ça, ce sont des options de politique économique. Et tant qu'on est lié avec une puissance étrangère, comme la France, on ne pourra pas se départir. Évidemment, pour avoir une indépendance par rapport à ces leviers qu'on peut évidemment, donc, sur lesquels on peut agir pour mener une véritable politique économique. Ouais, mais à plus ou moins long terme, il faut aller effectivement vers cette indépendance monétaire, cette indépendance financière. Ça, il faut le faire. Mais il ne faut pas y aller avec passion. Il faut y aller par étapes. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, il y a des aspects politiques, il y a des aspects techniques, il y a des aspects économiques. Parce que tous ceux qui parlent de décrochage par rapport au trésor français ne mettent pas en place des arguments techniques pour
l'effectivité d'une nouvelle monnaie comme l'éco par exemple. Mais quand même le docteur Samba Sylla est pour une indépendance monétaire, mais vous savez qu'aujourd'hui, même sa position a un peu varié. Parce qu'il commence à dire, oui, même les États peuvent mettre en place leur propre monnaie. Au lieu de mettre une monnaie unique, comme nous l'avons au niveau du CFA, mais que le Sénégal crée sa propre monnaie, que la Côte d'Ivoire crée sa monnaie, et qu'on cherche des mécanismes, si vous voulez, au niveau central, voilà. Des mécanismes de jonction. Voilà, de jonction. Alors, à ce niveau, docteur, ce qui était retenu au départ, c'est que l'on ait une monnaie unique dans la zone CEDEAO. Mais pourquoi aujourd'hui, c'est l'UEMOA qui semble lancer le départ et laisser en rade certains pays comme le Nigeria et le Ghana? Oui, ça a été toujours comme ça au niveau du processus d'intégration régionale. Moi, je viens de rentrer de l'UEMOA dans le cadre d'une politique sur la libre pratique. Et c'est la CEDEAO qui a en réalité négocié l'accord de partenariat économique avec l'Union européenne pour pour l'accord de partenariat économique. Mais en réalité, la libre pratique devrait être portée par la CEDEAO, mais en réalité, derrière, c'est l'UEMOA qui a commencé les travaux. Toujours, c'est l'UEMOA qui est devant, et après, la CEDEAO suit. Alors, l'option au niveau régional, c'était d'avoir 2 zones monétaires. Il y a les États qui utilisent le franc CFA, les 8 États. De l'autre côté, il y a ce qu'on appelle la ZEMAO, la zone monétaire d'Afrique de l'Ouest, qui regrouperait le Nigeria, le Ghana, et ainsi de suite. Mais jusqu'à présent, les travaux sont en cours. Ils ne sont pas encore arrivés à un niveau pour, en tout cas, arriver à cette monnaie unique. De toute façon, en ce qui concerne les États membres de l'UEMOA, les États francophones, on a une tradition, on a en tout cas réussi cette politique économique et financière, à tel point que le passage, le basculement devient très très facile et très simple. Alors moi, j'ai eu l'opportunité de publier il y a 2 ans de cela. Nous avons publié un précis de droit communautaire de la CEDEAO, et il y avait une section réservée spécialement à la politique monétaire, et on avait utilisé même le conditionnel en disant que il y a 2 ans de cela, que la CEDEAO pourrait avoir une monnaie unique qu'on pourrait appeler ECO. On avait même utilisé le conditionnel il y a 2 ans de cela. Maintenant, la question fondamentale, vous l'avez dit tout à l'heure, pourquoi le président Alassane Dramane Ouattara, lui qui il y a quelque temps de cela, disait que le franc CFA est une bonne chose. Quelque chose qui est bon, une équipe qui gagne, on n'a pas besoin de le changer, n'est-ce pas? On doit le maintenir. Et subitement, il y a un changement radical, un virage à 180 degrés. Alors, maintenant, ce qui revient, qu'est-ce qu'il faut retenir? Cette revendication n'émane pas en réalité de nos hommes politiques. C'est une aspiration du peuple africain. Ce qu'on peut tirer de cela, cette revendication, cette souveraineté, ce transfert ou bien ce retrait de la France, ce n'est pas quelque chose qui est demandé, qui est revendiqué par nos dirigeants, mais c'est une émanation, une volonté exprimée par les populations africaines. Vous avez tout à l'heure dit, qu'est-ce que cela pourra nous apporter? L'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, j'ai toujours l'habitude de le dire, c'est une organisation économique spécifique, particulière. C'est une zone où on retrouve 8 monnaies différentes. 8 monnaies différentes. Et c'est plutôt la non-convertibilité de ces monnaies qui pose problème que la diversité de ces monnaies. Vous avez le franc CFA pour les 8 États membres de l'UEMOA. Vous avez le Naira pour le Nigeria. Vous avez le Cedi pour le Ghana. Vous avez Escudo pour le Cap-Vert. Vous avez le dollar libérien pour le Libéria. Vous avez le Dalasi pour la Gambie. Vous avez la Léone pour la Sierra Leone. Le franc guinéen aussi. Et le franc guinéen, c'est la 8e monnaie. Donc, c'est rare, on ne peut pas trouver une organisation d'intégration économique avec autant de monnaies, et parfois la convertibilité de ces monnaies pose problème, ce qui affecte le développement de nos échanges. La CEDEAO, depuis qu'elle a été créée en 1975, nos échanges ne dépassent pas les 15%. Autrement dit, on ne fait pas du marché régional notre propre marché. L'une des explications majeures réside à la diversité et à la non-convertibilité de ces monnaies. Maintenant, si on va vers une seule monnaie, une monnaie unique, on pourra faciliter les échanges, on pourra faciliter les transactions. Maintenant, ça aussi a un avantage pour la promotion des investissements.
Parce qu'un investisseur étranger pourra dire que je vais vers l'Afrique de l'Ouest, le marché ouest africain, c'est une seule monnaie. Donc les transactions, les échanges ne poseront pas de problème. Je pourrais investir n'importe où, dans n'importe quel État. Cela peut favoriser également la promotion, le développement des investissements locaux. Aujourd'hui, vous êtes un investisseur sénégalais. Vous allez en Gambie, vous investissez, vous voulez retourner, on vous donne des sacs de dollars. Qu'est-ce que vous allez en faire? Vous allez en Sierra Leone, vous investissez là-bas, vous voulez retourner, on vous donne des liasses de la Léone. Qu'est-ce que vous allez en faire au Sénégal? Donc, c'est un avantage d'avoir une monnaie unique au sein d'une organisation d'intégration à vocation régionale. Alors, quoi qu'on puisse dire, professeur, dans la zone UEMOA, le professeur Niala l'a bien développé, c'est une transition pour aller dans le sens justement de fédérer les autres pays tels que le Nigeria et encore le Ghana et les autres, mais il est tout à fait normal donc que l'UEMOA porta justement ce projet, quand on sait que la Côte d'Ivoire et le Sénégal font mieux en termes de maîtrise de l'inflation que le Nigeria et le Ghana. En termes de croissance également, le Sénégal et la Côte d'Ivoire font mieux que ces pays, etc. Est-ce que justement ce n'est pas ce qui a poussé justement l'UEMOA à engager justement ce processus avant l'arrivée des autres pays? Vous savez, parce qu'en réalité, la monnaie reflète le niveau même de l'économie d'un pays. Et en Afrique, nous avons quand même des économies qui ne sont pas nivelées. C'est pour cela d'ailleurs il faut parler des Afriques. Moi souvent quand je parle d'Afrique, je parle des Afriques. Parce que comme il le sait, le Nigeria est peut-être la première économie, l'Afrique du Sud, etc. Machin. Donc dans notre zone même, il y a des disparités au niveau de l'économie. C'est pour cela que je pense qu'il fallait y aller de façon progressive. Au lieu même de parler de monnaie unique, on aurait dû parler d'abord de monnaie commune. Parce qu'il y a quand même une nuance. Parce que la monnaie unique, c'est ce que nous avons au niveau du franc CFA. On aurait dû aller peut-être de façon progressive vers une monnaie commune, mettre en place des politiques communes sur le plan monétaire, etc. Comme on l'avait fait avec l'écu à l'époque, etc. Mais si on veut aller tout de suite... parce qu'en réalité, on ne va même pas vers une monnaie unique parce que nous avons cette monnaie unique déjà, le franc CFA. Et l'éco va concerner dans un premier temps les mêmes États du franc CFA. Qu'est-ce qui va changer? Fondamentalement, il n'y aura pas de grand changement. L'ONU va changer. La présence de la France dans le comité de politique monétaire peut-être va changer parce que la France ne sera plus représentée. Mais la France va continuer à garantir, même si les réserves ne seront plus logées dans le trésor français, les réserves pourront être logées dans une banque chinoise, dans une banque japonaise, ou bien on va les éparpiller aux États-Unis, en France, parce qu'en réalité, les réserves aussi, il faut les mettre à l'étranger. Parce qu'il faut que ces réserves puissent couvrir au moins 3 ou 4 mois d'importation. Ça, c'est fondamental. Donc, toutes les banques centrales ont des réserves à l'étranger pour pouvoir, évidemment, gérer leur commerce avec l'extérieur. Mais moi, ce qui me dérange, c'est toujours pourquoi aujourd'hui, il n'y a que les États de l'UEMOA qui vont aller en premier vers cette monnaie éco. Pourquoi les autres ne vont pas y aller? Pourquoi le Nigeria, la première puissance? Pourquoi le Ghana ne doit pas y aller? Le Ghana, c'est la 3e puissance au niveau de la CEDEAO, si je ne me trompe pas, ou bien même la 2e puissance. Est-ce que l'UEMOA ne peut pas être considéré comme une zone test, justement, professeur? Oui, une zone test. Vous savez, moi je dis que pratiquement, peut-être qu'on veut y aller, mais comme je l'ai dit au départ, il y a des facteurs. Il y a le facteur politique. Il faut d'abord une volonté politique. Comme l'a dit Nian, en réalité, nos gouvernants ont été mis au pied du mur par la société civile, par évidemment certaines forces sociales, particulièrement dans des pays comme le Sénégal, le Bénin, la Côte d'Ivoire. Les gens ont manifesté. Il y a cette nouvelle dynamique vraiment portée par cette jeunesse-là dans la société civile, avec les Sédi Keba, avec France Dégage, etc. Voilà des gens qui poussent nos dirigeants à vouloir évidemment maintenant changer de position. Mais comme il l'a dit Nian, mais Ouattara a dit il n'y a pas longtemps que ça ne marchait pas. Bon, très bien, il ne fallait pas avoir de complexe, que les gens qui nous poussent ne savent pas ce qu'ils disent, etc. Et aujourd'hui, ils se réveillent devant Macron pour dire que voilà, on va aller vers l'éco. Je pense qu'il faut faire doucement. Il faut dépassionner le débat, il faut y aller à tête reposée, laisser les techniciens, les initiés, vraiment y travailler et ne pas laisser ça aux profanes.
parce que la monnaie est très sensible, et surtout pour une économie. C'est pour ça qu'en Wolof, les Wolofs disent xaalis bëggul coow. Même quand on doit aller vers une dévaluation, il ne faut pas le dire. C'est de quoi je parle. Il y a beaucoup de répercussions qui peuvent suivre. Mais moi, ce qui me gêne, c'est pourquoi j'ai dit au départ que je suis sceptique, c'est le rôle de la France. La France doit se laver les mains de nos affaires politiques, de nos affaires économiques. La France aujourd'hui est décriée au niveau même politique et militaire, avec sa présence dans le Sahel. La France, tout le temps on indexe la France. Il faut que quand même qu'on soit indépendant. Il faut quand même 60 ans après les indépendances qu'on puisse avoir quand même, nous puissions décider de nous-mêmes de quand est-ce qu'on va mettre en place notre monnaie, comment on va mettre en place notre monnaie, quelle sera la trajectoire de cette monnaie, quel sera l'avenir. C'est à nous de décider de cela. Quelles sont les réserves qu'on devra mettre en place, où est-ce qu'on va loger ces réserves. Ça, c'est pas à la France de le dire. Comment on doit garantir? La France ne peut pas continuer de nous garantir quand même. Parce que quand même, l'histoire, on ne peut pas aller contre le cours de l'histoire. Parce que même si nous ne le voulons pas, les générations qui viendront demain après-demain vont s'opposer à cette présence française-là qui est un peu pesante quand même dans les affaires politiques, dans les affaires économiques et dans les affaires monétaires des pays de l'UEMOA. Alors, oui, docteur, vous vouliez réagir sur quelque chose? Oui, par rapport à la France. Alors, du côté des acteurs qui revendiquent notre souveraineté financière vis-à-vis de la France, d'une part, ils ont raison. Lorsqu'on fait une analyse de notre relation financière, économique avec la France, le franc CFA était arrimé à l'époque au franc français. C'était une relation quasiment bilatérale entre la France et les pays d'Afrique francophone. Mais lorsque l'euro est né, la France nous a directement basculé vers l'euro. C'est ça le problème. Et ça pose un problème de légalité et de légitimité. Parce que nous n'avions pas de relation avec Belgique ou avec l'Italie en matière financière. Absolument. On avait strictement une relation financière avec la France. Voilà. Mais la France, compte tenu de sa superpuissance, compte tenu de ce qu'elle représente pour les pays d'Afrique, de l'histoire, elle nous a directement basculé vers l'euro. Mais d'accord, docteur, sans le consentement, sans avoir au préalablement consulté les peuples africains. Mais docteur, à ce niveau, c'est un problème de légalité et de légitimité. C'est un peu délicat. Oui, c'est un peu délicat. Donc, ils ont raison de dire que nous voulons notre souveraineté, nous voulons notre indépendance. Sur ce point, ce basculement est à la fois illégal et illégitime. On avait une relation financière exclusivement avec la France. Mais l'euro est né, la France nous a basculé directement vers l'euro sans notre consentement, sans avoir consulté au préalable les peuples. Alors, maintenant, oui, ce que je voudrais ajouter, il a dit tout à l'heure, le professeur, je suis d'accord avec vous, il faut dépassionner le débat. Absolument. Il faut dépassionner le débat. Peut-être, certains vont dire que l'éco est toujours arrimé à l'euro par rapport au regard, par exemple, du franc CFA. Mais en matière d'investissement, actuellement, il y a des milliards de dollars qui sont investis en Afrique sur la base du franc CFA et sur la base du taux de parité avec l'euro. Donc, on ne peut pas du coup remettre tout ça en cause. Sinon, le continent, l'Afrique de l'Ouest ne sera plus attractif. On va créer une crainte. Regardez tous les contrats d'investissement internationaux. Il y a ce qu'on appelle une clause d'indexation d'échelle mobile financière qui permet une stabilité financière et qui donne une garantie aux investisseurs étrangers pour pouvoir injecter des milliards en Afrique de l'Ouest. Donc il faut être prudent et il faut dépassionner le débat. Maintenant, la question fondamentale qui me paraît extrêmement aussi intéressante, c'est le contexte. Il faut qu'on interroge le contexte de la géopolitique. Ce changement radical s'inscrit dans un contexte particulier. Lequel? Au niveau multilatéral, les États-Unis, le président américain Donald Trump ne croit plus au système multilatéral, ne croit plus à ce qui existe jusque-là. C'est le système bilatéral encore pour lui. Le président américain veut privilégier les relations quasiment bilatérales. Absolument. C'est comme sa démarche, c'est la démarche d'une entreprise. On ne peut pas traiter tous de la même façon. On vous traite suivant nos intérêts, suivant nos préoccupations. Le multilatéralisme est aujourd'hui de plus en plus en pâtit. Ça, c'est l'option des États-Unis. C'est le contexte extrêmement important. Autre contexte,
le BRICS est là. Et de plus en plus, les liens sont resserrés entre les pays africains et le BRICS. Et ça aussi, l'Europe est consciente, la France est consciente de cela. Au niveau national, en France, la France a d'autres préoccupations maintenant. La France, les dirigeants français aujourd'hui ne peuvent plus se permettre d'être sur deux fronts. Vous savez qu'en France, la tension, au niveau social, au niveau politique, ça bouge. Ils ont d'autres préoccupations que de gérer également les contestations en Afrique. Plutôt, ils vont dire, écoutez, on va faire une nouvelle relecture des perspectives, on va déconstruire tout ce qui existait jusque-là, et le Macron l'a dit, le colonialisme a été une faute de la République, une erreur grave. Donc on est maintenant dans un contexte de déconstruction de l'existant pour construire d'autres modèles. Mais il faut... Oui. Mais parce que professeur, c'est important ce qu'il a dit, et parce qu'il a parlé justement de l'affirmation faite par Macron concernant la colonisation qu'il considérerait comme une erreur. Mais quoi qu'on puisse dire, des colonies françaises d'Afrique CFA à la communauté financière africaine CFA, et nous avons toujours vécu une gaullisation, passons à l'expression, de notre économie, une méditerranisation de notre économie, une chicarisation de notre économie, et aujourd'hui une macronisation de notre économie. Est-ce qu'en réalité, ce n'est pas seulement le contenu justement des propos qui changent et que le modèle reste le même quand on sait que la France ne veut pas du tout quitter justement tout ce qui intéresse particulièrement l'Afrique de l'Ouest à travers sa monnaie? Mais Ablaye, vous avez parfaitement raison, c'est exactement ça. En réalité, ça veut dire qu'il faut adapter même, si vous voulez, ces relations dans un contexte. Parce que Macron, n'oubliez pas que c'est une nouvelle génération des chefs d'État. Macron n'a pas encore, je crois, 45 ans, je crois. Hein. Il est très jeune. Il ne connaît pas la colonisation, cette histoire-là, etc. Mais il a compris la nécessité de réadapter les relations franco-africaines. Ça, il faut le faire, sinon ça risque de mal tourner plus tard. Et dans un horizon plus ou moins quand même long. Donc, ils voient en réalité pas, mais ils veulent toujours perpétuer cette dépendance des pays africains vis-à-vis de la France. Mais ça ne peut pas continuer. Ce cordon ombilical-là, il faut qu'un jour ou l'autre, qu'on coupe cela. Maintenant, peut-être Nia parle de stabilité, parce que si on a une monnaie, bon, c'est l'argument principal qu'on nous donne, et que je ne refuse pas d'ailleurs. Cette parité avec l'euro, avec machin, permet à notre monnaie quand même d'être bien appréciée sur le plan international par les investisseurs, etc. etc. Peut-être même comme une forme de notation pour les investisseurs de venir. Mais je veux dire que aussi nous sommes des indépendants. On ne peut pas continuer encore 10 ans, 20 ans encore à toujours dépendre de cette garantie de la France. Et je l'ai dit, une monnaie ne reflète que le niveau de l'économie d'un pays. Il faut que les gens créent de la richesse. Il faut que les gens travaillent. Il faut comme par exemple le Nigeria est devenu maintenant la première puissance en Afrique parce qu'il crée de la valeur, il crée de la richesse. Et conséquemment, évidemment, vous aurez une monnaie assez forte, représentative de votre économie. C'est ça qu'il faut faire. Mais il ne faut pas se baser sur une garantie d'une puissance étrangère pour dire qu'on a une monnaie forte, etc. Notre monnaie, c'est vrai, peut rassurer les investisseurs. Mais est-ce qu'on doit continuer toujours à rassurer les investisseurs parce que nous avons une garantie de la France, parce que nous avons une parité fixe avec l'euro? Non, je pense qu'il faut évoluer. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut dépassionner le débat et laisser ça entre les mains des techniciens. Les hommes politiques peuvent prendre des décisions, peuvent avoir cette volonté affirmée d'aller vers une monnaie unique, mais comme vous le dites tout à l'heure, vous l'avez dit tout à l'heure, Abdoulaye, il n'y a que les 8 pays de l'UEMOA qui vont y aller. Où est-ce qu'on va laisser le Nigeria? Où est-ce qu'on va laisser le Ghana? Où est-ce qu'on va laisser le Libéria, la Gambie, le Cap-Vert, la Sierra Leone? Ce ne sera plus cette monnaie CEDEAO que tout le monde attendait. Ce sera toujours cette monnaie UEMOA dont le nom va simplement changer. Voilà. La parité va rester la même. Peut-être que la valeur faciale va changer sur la monnaie fiduciaire, sur la monnaie métallique. Mais fondamentalement, rien ne va changer. On l'a dit, la France va quitter le comité de politique monétaire, mais la France va continuer à garantir
cette nouvelle monnaie-là. Alors, docteur Niasse, tout à l'heure, vous aviez évoqué justement un contexte géopolitique, mais si on le ramène au Sahel et principalement dans la zone occidentale d'Afrique, aujourd'hui, quoi qu'on puisse dire, nous vivons une instabilité politique dans plusieurs pays. Il y a également la présence djihadiste dans d'autres pays comme le Mali, quoi qu'on puisse dire. Alors, à ce niveau, est-ce que justement cela ne pourrait pas avoir des impacts économiques assez négatifs à telle enseigne que nous puissions revivre le jour où Michel Rousset, chef de ministre délégué, avait regroupé les 14 abdos à l'hôtel Méridien Président pour annoncer justement une dévaluation du franc CFA. Voilà. Oui, tout est possible parce que nous vivons dans un contexte particulier marqué quasiment par l'imprévisibilité. Tout à l'heure, le professeur Dieye l'a dit, il faut être prudent, c'est vrai, mais également il faut considérer que nous sommes indépendants. Mais la question, est-ce que les États africains, est-ce que nos chefs d'État peuvent se départir de la France dans le contexte actuel? Le contexte actuel, tel que nous le lisons et nous le comprenons, ils ont un besoin de protection et d'assistance de la France. Mais des États qui ne peuvent même pas assurer leur sécurité au niveau interne. Et qui font recours toujours à la France. Nous le connaissons au Sénégal. Quand il y a incendie ici, on appelle les sapeurs-pompiers français. Donc, nous n'avons pas suffisamment travaillé. C'est ça la question, c'est ça le problème. Vous savez, l'indépendance, elle ne se décrète pas. C'est un niveau de développement. Elle s'acquiert. Nous n'avons pas suffisamment travaillé pour être indépendants vis-à-vis de la France. Nous avons toujours besoin de la France quand il y a incendie. Nous avons toujours besoin de la France pour lutter contre les terroristes. Donc, ce qui revient à dire qu'il y a toujours la mainmise, il y a toujours l'influence de la France en Afrique. Et puisque nous sollicitons toujours la France, dans n'importe quelle situation, la France pourra poser des conditionnalités. Absolument, bien sûr. C'est des conditionnalités. Si vous voulez qu'on vous accompagne sur tel aspect, nous n'hésiterons pas à aller vers la dévaluation. Donc ça pourra être peut-être une conditionnalité que la France pourra poser sur la table pour pouvoir continuer à nous accorder une assistance. Parce que nous dépendons toujours de l'appui, de l'aide de la France. Il l'a dit tout à l'heure. Une monnaie, c'est un moyen, c'est un instrument. On ne peut pas faire jouer à l'écho un rôle autre qu'une monnaie peut jouer. Et qu'on ne peut pas être une baguette magique pour l'Afrique. Il l'a tout à l'heure dit. Sur plusieurs leviers, on a des défis à relever. Le premier défi, c'est l'industrialisation. On ne peut pas se développer. Si on a une monnaie unique et on a un tissu industriel faible, comment pourrons-nous développer? Qu'est-ce qu'on va exporter? Quelles sont les recettes douanières, les recettes qui vont rentrer? L'Afrique a commencé à se désindustrialiser à partir de 1980 et le processus continue toujours. La désindustrialisation de l'Afrique a commencé à partir de 1980. Malheureusement, c'est un processus quasiment irréversible. De plus en plus, cette désindustrialisation continue à tous les niveaux. Et c'est quasiment irréversible, en dépit des multitudes politiques industrielles élaborées, tant au niveau national, au niveau communautaire, au niveau continental. L'Afrique, on ne peut pas échanger entre nous. Nous avons toujours soutenu qu'on ne peut pas participer au commerce international. Pourquoi? Parce que les obstacles, les barrières que les pays développés ont mis en place sont infranchissables. Maintenant, nous sommes dit qu'on va jouer maintenant au niveau local. On va avoir notre propre terrain de jeu. Notre propre terrain de jeu, c'est le marché de l'UEMOA, c'est le marché de la CEDEAO et c'est le marché de la zone continentale de libre-échange qui se dessine. La ZLECA. Mais, en raison des obstacles que les États se dressent entre eux, on ne peut pas échanger. Aujourd'hui, vous avez une entreprise qui est agréée au schéma de libéralisation des échanges ou bien à la taxe préférentielle communautaire de l'UEMOA, qui vous garantit de pouvoir exporter librement au niveau de l'UEMOA, sans droit de douane, sans quota, mais vous ne pouvez pas le faire. Les pratiques anormales foisonnent et irriguent notre quotidien. Il y a un manque d'intégration entre nos pays. Oui. Remarquez que même pour aller d'un pays africain à un autre pays africain, il faut des fois
passer par un pays d'Europe pour pouvoir transiter et revenir en Afrique. C'est extrêmement grave. Je pense que donc, comme il l'a dit Nianer, il faut quand même industrialiser et mettre en place des infrastructures, ne serait-ce que sur le plan des transports, infrastructures ferroviaires, routières, transports aériens, etc. Il faut que d'abord que les économies puissent quand même s'imbriquer. Il faut que les gens puissent échanger, or que les échanges ne sont même pas suffisants entre les pays africains. Mais cette imbrication, est-ce qu'elle peut être assez conséquente quand on sait, lui-même l'a dit, nous sommes dans un processus qui est irréversible, parce que des années 80 au début, à la fin des années 90, nous avons vécu des plans d'ajustement structurel, nous avons vécu l'époque justement des grandes privatisations. Aujourd'hui, notre tissu industriel s'est détérioré depuis plusieurs années. Nous n'avions qu'une seule société qui fabriquait des allumettes, on n'en a plus. Nous n'avions qu'une seule société qui fabriquait des piles, on n'en a plus. Alors, est-ce que dans ce cas-là, aujourd'hui, il ne fallait pas aller vers justement une monnaie CEDEAO parce que la CEDEAO misait sur la flexibilité de l'éco. Autrement dit, tantôt qu'il n'y ait pas une parité fixe. Voilà, une parité fixe. Tantôt aller vers l'euro, tantôt aller vers le yuan. Il fallait indexer l'éco par rapport à une corbeille de monnaie pour permettre cette flexibilité-là. Vous voyez, ce que je voulais simplement dire, c'est qu'en réalité, même concernant la garantie de la monnaie CFA ou bien ECO, en réalité, ce compte de réserve-là, la France garantissait au cas où il n'y aurait plus assez de réserves. Mais des études ont montré que, au contraire, ce compte vraiment n'a jamais été, si vous voulez, déficitaire. Ce compte a toujours pu couvrir 3 ou 4 mois d'importation dans nos échanges sur le plan international. Donc il y a cet aspect-là. Mais ce qui est encore un peu délicat, pourquoi les autres pays ne vont pas avec les États de l'UEMOA? Un pays comme le Nigeria, un pays comme le Ghana, un pays comme la Guinée. Ouais, vraiment, c'est un peu compliqué. C'est pour cela qu'au départ, parce que c'est une boule qui nous suit depuis les années 60, Senghor avait dénoncé la balkanisation des États africains. Et Cheikh Anta Diop aussi l'avait dénoncé, en disant que les États nains ne peuvent pas prospérer. Cheikh Anta l'avait dit. Et Senghor avait dénoncé la balkanisation. Parce qu'en réalité, on a voulu nous mettre dans cette balkanisation-là pour nous affaiblir et pour pouvoir nous imposer certaines politiques monétaires. Et nous vivons et la balkanisation et l'endoctrinement. Voilà. Mais si on va vers cette intégration, vers une communauté plus large que même l'UEMOA, on aura beaucoup plus de force sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan militaire. Est-ce que vous voyez, et on doit y aller de façon irréversible. Le sort des générations d'Africains qui viendront dépend de cela. Le sort dépend de cela. Il faut que les gouvernants aient le courage. Mais ça, c'est une question de volonté politique. C'est pour cela que d'ailleurs, au début, les gouvernants ne voulaient pas prendre une décision individuelle. Ils ont voulu prendre une décision collective. Parce que si vous prenez une décision individuelle, on vous coupe la tête. Ils vont dire maintenant, on va y aller. C'est Ouattara qui est notre porte-parole. Il y a des chefs d'État, comme le président Macky Sall, qui disent que il faut y aller doucement, ils n'ont pas tellement confiance, etc. C'est vrai qu'il faut y aller doucement, mais quand même, il faut y aller. Il faut y aller quand même. Il faut aller vers cette monnaie africaine, souveraine, indépendante, incluant des pays comme le Nigeria, comme le Ghana, comme le Cap-Vert, comme la Guinée. Oui, mais ce que je voudrais ajouter, tout à l'heure il a parlé du Nigeria. Pourquoi le Nigeria n'est pas du camp des États? Le Nigeria, quoi qu'on puisse dire, c'est un pays qui mérite d'être respecté. Absolument. C'est un pays qui a une politique économique claire. C'est un pays qui a une politique industrielle et commerciale claire. Et rien n'empêche au Nigeria de mener souverainement sa politique. Et si nous regardons l'histoire des négociations en ce qui concerne les instruments de politique commerciale au niveau de la région, le Nigeria a adopté toujours une position claire. Il considère les autres pays comme n'ayant pas d'ambition en matière de politique industrielle. Le Nigeria dit que moi j'ai un secteur privé fort, j'ai un tissu industriel fort. Peut-être vous n'en avez pas. Dans le cadre de l'APE, le Nigeria jusqu'à présent n'a pas signé l'accord de partenariat économique. Dit que
Moi, j'ai un secteur privé à protéger. Je ne peux pas ouvrir mon marché comme ça aux produits de l'Union européenne. Vous n'en avez pas. Faites-le. C'est ça la position du Niger. Dans le cadre du tarif extérieur comme même, lorsqu'on avait annoncé les bandes tarifaires sur certains produits, le Nigeria a dit que le taux de protection, le niveau de protection est faible. Moi, j'ai des produits à protéger parce que j'ai des unités industrielles. Et au Nigeria également, ce qu'il ne faudrait pas oublier, le secteur privé est extrêmement fort et qui est écouté. Et écouté par le gouvernement fédéral. Et c'est le problème que le Nigeria a aujourd'hui avec le Bénin. Tout à fait. C'est pour ça qu'ils ont fermé les frontières. Quoi. Tout à fait. Donc voilà la position du Nigeria. Donc il faut aller, comme il a dit, vers la production et surtout la transformation de nos produits. Nous avons toujours tendance à exporter des produits peu transformés. Il n'y a pas de valeur ajoutée. Il n'y a pas de valeur ajoutée. Il n'y a pas d'industrialisation. Il n'y a pas d'industrialisation. C'est comme l'arachide. C'est comme l'arachide. Avec justement les Chinois qui en achètent en tout cas des tonnes et des tonnes. Parce que tant qu'on ne crée pas de valeur, c'est-à-dire la chaîne de valeur, créer des valeurs ajoutées, ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre des étapes de transformation, d'industrialisation pour créer de la valeur, pour créer des emplois. Si on ne le fait pas, on ne fera qu'exporter des productions brutes. Tout à fait. Du sous-sol, du sol, etc. Qu'on va nous ramener après transformation, après création de valeur ajoutée, qu'on va nous ramener encore beaucoup plus cher que ce que Decon appelait la détérioration des termes de l'échange, ou bien l'échange inégal, avec le professeur Matar Diouf, etc. Mais donc, il faudrait, comme l'a dit Nia, industrialiser. Il faut mettre en place des unités de transformation pour créer de la valeur, pour créer de l'emploi. On ne peut pas continuer tout le temps à vraiment exporter des minerais du sol, du sous-sol, etc. C'est pas possible. Il faut transformer. Même l'arachide, l'anacarde, tout ce que vous voulez, les jus de fruits, etc. Il faut transformer. Parce que si vous ne transformez pas sur place, vous ne créez pas de valeur, vous ne créez pas d'emploi. Et c'est ça le problème au niveau des pays africains. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Il faut mettre en place des unités de transformation. Il faut industrialiser. Vous l'avez dit tout à l'heure, même l'usine qui fabriquait des allumettes, moi je ne le savais même pas, il n'existe plus. Donc c'est extrêmement grave. C'est la cafale, c'était la cafale. Alors maintenant, comme il l'a dit, si on signe les APE, c'est terminé. C'est terminé. Donc je pense que le Nigeria a raison de pouvoir se protéger. Même la France, je crois, va se plaindre au niveau de l'OMC par rapport aux politiques que Macron veut imposer, les taxes, etc. Voilà. Mais l'OMC, est-ce que ça continue à marcher? Est-ce qu'il y a une crédibilité au niveau de l'OMC aujourd'hui? Il l'a dit, si on signe les APE, alors attention. Alors docteur, oui, allez-y. Oui, ce que je voudrais ajouter, aujourd'hui, il faut qu'on l'accepte. Il y a un démantèlement des modèles qui existent jusqu'ici. L'éco est né. C'est un pas, c'est une étape. Mais il y a d'autres défis importants à relever. C'est vrai que le franc CFA a fait couler beaucoup d'encre et de salive. On va vers, peut-être incontestablement vers une indépendance financière. Ça, c'est une étape. Absolument. Mais qu'est-ce qu'on va faire de cette indépendance financière? Qu'est-ce que cette indépendance financière a apporté? C'est comme l'indépendance politique. Il faut une discipline politique. Exactement, on a une indépendance politique. Mais l'indépendance politique, qu'est-ce qu'elle a servi au peuple africain? Ça, qu'est-ce que nous devons faire de cette indépendance et quelles sont les mesures d'accompagnement de l'éco? Quelles sont les politiques d'accompagnement de l'éco? Je pense que les réflexions doivent irriguer cette question sur les politiques d'accompagnement de l'éco. Il a tout à l'heure parlé de l'industrialisation. Ça, c'est un défi, c'est un enjeu important pour nos pays africains. C'est important. Il y a également la facilitation des échanges. On n'échange pas entre nous à cause des barrières. Donc nouvelle monnaie, nouvelle politique commerciale, surtout pour en tout cas les pays qui ont partagé la même monnaie. Tout à fait. Il faut qu'il y ait une nouvelle politique parce que sinon il n'y a pas de sens de changer de monnaie. Si on change de monnaie, c'est dans la perspective de vouloir donner un coup de fouet à nos économies pour qu'il y ait des transformations sur le plan des échanges, etc. Et comme il l'a dit. Mais en réalité, c'est quand même une discipline politique qu'il faut avoir.
Il faut une discipline parce qu'on ne peut pas partager une monnaie commune, si vous voulez, ou bien une monnaie unique entre deux pays de l'UEMOA et qu'il y ait peut-être plus ou moins une certaine indépendance et que, par exemple, qu'il y ait des accords entre les chefs d'État, par exemple. Ouais, il faut que d'abord cette banque centrale, l'autorité monétaire, soit une autorité forte, soit une autorité indépendante même de l'autorité politique, plus ou moins. Parce que sinon, il y aura des complications, il y aura des difficultés à prendre des décisions sur le plan économique et sur le plan monétaire. Ça, je pense que aussi c'est important de le dire. C'est pour cela que je disais tantôt qu'il y a des facteurs et des préalables à mettre en place. Il faut laisser le travail aux techniciens. Ça, c'est important. Les hommes politiques ont la volonté politique. Il faut qu'ils mettent en avant la volonté politique, la décision pour dire que nous allons vers ça. Mais après, dépassionner, comme je l'ai dit, le débat et laisser la tâche aux techniciens, aux orfèvres de politique monétaire. Nous en avons beaucoup dans nos ministères des Finances, dans nos banques centrales, etc. Et dans nos universités. Les gens vont discuter, vont travailler pour mettre en place cette monnaie. Et ne pas se précipiter, etc. Y aller doucement, dépassionner les débats, laisser ça aux techniciens, aux gens qui s'y connaissent. Et pourtant, docteur, ces techniciens dont fait allusion justement Serigne Ousmane Beye, c'est l'intelligentsia économique et monétaire, mais qui semble ne pas avoir le même point de vue. Oui, c'est normal. Hein. Ils viennent de différentes écoles. Ils viennent de différentes écoles avec des théories, des conceptions plus ou moins différentes. Mais nous avons beaucoup de keynésiens. Oui, tout à fait. Mais ce qui est important, c'est d'avoir, en tout cas, de mettre en avant l'intérêt général. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est utile pour l'Afrique, pour les pays qui sont ici en Afrique de l'Ouest. Je pense que sur ce point, il doit y avoir une convergence de vues. Mais il peut y avoir toujours des divergences sur certains aspects. Ça, c'est inévitable. Parce que si on ne donne pas une autorité aux gouvernants sur le plan monétaire et qu'il y ait une prééminence des politiques, c'est extrêmement grave. Si par exemple, on veut mettre une politique de planche à billets, qui va décider de cela? Parce que quand on veut mettre la planche à billets, c'est l'autorité politique qui décide d'abord et qui demande à l'autorité monétaire de le faire. Et la planche à billets, c'est facile à faire. Le chef de l'État, il prend son décret, il téléphone au directeur de la Banque centrale, il émet de l'argent. Mais cet argent-là, il faudrait qu'à plus ou moins très très court terme, qu'il y ait une contrepartie économique, de création économique pour contrebalancer cette émission monétaire, cette création monétaire. Parce que sinon, il y aura des répercussions extrêmement graves dans l'économie. Donc voilà des décisions que si demain on a l'écho, si demain il y a les autorités politiques qui doivent décider, qui va décider de cette place à bien, quel genre de banque centrale on va mettre en place, quelle sera la parité, on va indexer l'éco par rapport à quoi, par rapport à l'eau, ils l'ont dit. D'accord. Donc pratiquement rien ne va changer. Et le lieu de fabrication, le lieu de fabrication, ça pose problème. Alors nous sommes rattrapés par le temps. En tout cas, le Centre africain d'études monétaires, il existe toujours? Au niveau de la BCEAO, oui. Il y a un centre de formation là-bas. Voilà. Alors, merci à vous, docteur Ousmane Beye, Serigne Ousmane Beye. Je rappelle qu'il est économiste également, et docteur Alunia, consultant international, expert en commerce international et intégration africaine. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. France CFA, ECO, on continue d'en parler.